Du coup, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette session. Je reconnais des têtes que j'ai déjà croisées sur des lives ou sur le Club Power BI, donc un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Un honneur aussi de démarrer le Power 365 à vos côtés, d'être le premier dans cette salle Obvi pour une conférence sur Power BI. On est ensemble pour les 45 prochaines minutes. Le but de la session, bonjour, c'est que, vous le verrez après, on parle un peu d'accessibilité dans Power BI. C'est un sujet, on aura l'occasion de revenir dessus, qui a déjà été évoqué, notamment, ils en parlaient tout à l'heure sur le salon AMS, par exemple, pour ceux qui connaissent Joël Crest et Christine, qui ont fait justement un sujet, ils avaient déjà parlé de l'accessibilité, et je trouvais ça important de revenir sur le sujet. Donc n'hésitez pas, j'aimerais bien que ça soit aussi un peu interactif. Donc si vous avez des questions à la fin, que vous voulez me poser ou débattre, échanger, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment qu'on puisse à la fin échanger autour de l'accessibilité dans Power BI. Du coup, pour me présenter assez rapidement, donc moi je suis Enzo Rido, je suis ce qu'on appelle chez Clanic un Practice Leader Data, un nom un peu ambidiqué pour tout simplement dire que je suis responsable de l'offre data aujourd'hui dans le groupe Clanic. Et je suis aussi en parallèle formateur et coach chez Campus Training, qui est tout simplement la filiale dédiée à la formation de Clanic. Donc bien évidemment, moi ça fait 10 ans que je fais de la data. Initialement, j'étais chez les concurrents, j'étais plutôt orienté expertise SAP Analytics. Et depuis 4-5 ans, je fais beaucoup plus de Microsoft, de par mes missions chez Clanic et Campus. Et aussi, un peu comme tout le monde, l'outil a vraiment le vent en poupe, l'éditeur fait de belles choses. Et forcément, par la force des choses, je suis amené à travailler de plus en plus avec ces technologies. J'ai 3 certifications, dont notamment celle associée à Power BI, que j'ai renouvelée il y a 2 semaines. Et en plus de ça, de mon quotidien professionnel, je communique beaucoup sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, où j'essaye de vulgariser la data, Power BI aussi, beaucoup, mais pas que. Donc n'hésitez pas, je vous mets mon petit QR code juste ici si vous voulez accéder à mes réseaux. J'ai aussi une chaîne YouTube où je republie l'ensemble de mes replays que je fais, mes lives que je fais avec Clanic et Campus. Et je communique aussi pas mal sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Ça permettra à nous de garder le contact. Et si vous avez des questions, je pourrai y répondre en mode digital. Voilà. Donc voilà petit laïus sur ma présentation et qui je suis. Hop. Et d'ailleurs, j'en profite, je suis aussi accompagné de mes collègues côté Clanic qui sont au fond de la salle donc, et juste devant. Donc si vous avez des questions ou savoir un peu plus sur Clanic et sur Campus, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Une petite slide sur les sponsors coup de cœur. Donc, ils les ont présentés à plénière. Donc, je diffuse les slides pour que côté replay, ils puissent les spécifier. Donc, les sponsors coup de cœur et gold du salon, qu'on remercie énormément. Et les sponsors premium associés. Donc, comme ils l'ont précisé, hein, c'est un salon qui est 100% bénévole. Donc, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui font ça par plaisir et par passion. Donc, un grand merci à eux pour l'organisation et surtout un grand merci de me laisser l'opportunité de pouvoir présenter un sujet en tout cas qui me tient à cœur. Passons justement au vif du sujet. Donc, le titre de la conférence, vous l'avez vu, concevoir des tableaux de bord inclusifs, adapter Power BI aux besoins de l'ensemble des utilisateurs. Comment? Ah ouais, pourtant, tu veux que je repartage? Ah non, pas dans ce cas-là. Je le refais si tu veux. S'il te plaît. Ouais, pas de souci. Pardon, je vous coupe, mais pour l'enregistrement, c'est mieux. Je suis désolé de devoir. Non, mais pas de souci. Évidemment, de partager l'écran. Ouais. Tac, 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 merci tac. Beaucoup, je te mets dans la régie, merci. Vas-y, pas de souci. Voilà. Ok. Comme ça, tout le monde aura le replay, mais ils n'ont rien loupé, donc c'est parfait. Du coup, adapter Power BI aux besoins de tous les utilisateurs. Donc, pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Je vous expliquerai une expérience personnelle. C'est un sujet, je trouve, qu'on ne traite pas assez. C'est un sujet dans lequel on n'évoque pas assez les possibilités et aussi les enjeux, les engagements qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc, ça me tenait à cœur. Moi, dans les formations, je donne beaucoup de formations Power BI. Personnellement, il y a quelques années, c'est pas quelque chose que j'évoquais forcément. On est challengé, par exemple, sur la certif Power BI, sur les notions d'accessibilité. Mais je trouve qu'au quotidien, notre quotidien, on se laisse vite embarquer par la puissance de Power BI et ce qu'on peut faire avec. Et on oublie un peu les enjeux qu'il y a derrière, les personnes qui sont concernées par ces sujets. Et au plus on n'y fait pas attention et au plus on exclut ces personnes-là. Donc le but, et là tout est le sujet, c'est comment on rend nos tableaux de bord ou nos rapports ou nos applications qui vont être inclusifs. Tout là est l'enjeu. Donc un agenda assez basique, assez simpliste pour sommaire.
On redéfinit ensemble le contexte et l'importance de l'accessibilité. On parle des défis propres à Power BI, parce qu'il y a des défis globaux, mondiaux par rapport à l'accessibilité, qui nous concernent toutes et tous, mais Power BI, lui aussi, il y a des défis et qui est concerné. On parlera des solutions et des bonnes pratiques pour avoir des rapports accessibles. Et ensuite, voilà, je vous montrerai des études de cas, des outils concrets que vous, au quotidien, vous pouvez mettre en application dans vos contextes pour pouvoir justement exploiter et rendre vos rapports accessibles. Contexte et importance de l'accessibilité. Bonjour. Alors, pour la petite histoire, pourquoi moi je veux parler d'accessibilité, pourquoi je trouve ça important? Alors, j'ai la chance personnellement de ne pas être concerné par un handicap visible ou non visible. Donc, je vais essayer au maximum d'utiliser les bons mots, d'être le plus clair possible. Donc, je suis désolé s'il y a des fois des imprécisions sur certaines maladies, certains handicaps, certains chiffres parfois. Mais je vais essayer d'être le plus honnête, le plus transparent possible à ces sujets. Mais pourquoi vraiment, vu que je ne suis pas forcément concerné directement, pourquoi vraiment j'ai eu envie de traiter ce sujet-là? Pour la petite histoire, en janvier dernier, j'ai donné une formation Power BI chez un de mes clients. Et durant la formation, il y avait une dizaine de participants. Et durant la formation, je voyais une personne qui était un peu plus lente que les autres. Jusqu'à là, je me dis, c'est pas bien grave, hein, pas tout le monde a le même niveau, etc. Mais je la voyais vraiment, on va dire, galérer sur son écran. Je la voyais zoomer avec ses doigts, etc. Je la voyais rapprocher l'écran au niveau de ses yeux. Et je me suis douté qu'à un moment donné, il y avait une problématique, quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis permis de lui demander, écoute, je ne vais pas donner son prénom pour par respect de confidentialité, mais je dis, voilà, écoute, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu fais que zoomer, est-ce qu'il y a une problématique? Et il m'explique voilà, qu'elle a un handicap, où elle y voit très très mal. Cette personne elle avait des lunettes, mais je ne me suis jamais douté que vraiment elle avait des problématiques qui étaient vraiment à ce point poussées. Et je dis, mais c'est-à-dire, quelle est ta problématique? Et au point où vraiment, pour ceux qui sont à l'aise, sur Power BI Desktop, elle zoomait au maximum sur le panel visu. Elle avait un outil dédié pour zoomer, pour agrandir l'ensemble de son texte. Et elle se retrouvait à avoir des outils, comme Power BI par exemple, où juste un petit panel de fonctionnalités prenait l'ensemble de la place, elle devait cliquer dessus, dézoomer, revenir. Les rapports qu'elle consommait, c'était la même chose. Tous les rapports qui lui étaient mis à disposition, ce n'étaient pas du tout des rapports adaptés à son handicap. Donc elle faisait que faire des zooms à droite à gauche. Et en fait, un rapport qui pouvait lui prendre peut-être une journée à développer, ça lui prenait 3 jours. Et un rapport en consommé qui devait lui prendre 10 minutes, ça lui prenait 2 heures. Et à partir de là, ça m'a marqué. Parce que même moi, auparavant, je ne me posais pas la question de savoir est-ce que des personnes comme cette dernière peuvent rencontrer ce type de problème-là, au-delà même de consommer un rapport même pour le créer. Et je me suis dit, mince, je pense qu'il faudrait en amont, quand moi je vais donner des formations, demander est-ce qu'il y a des personnes typiquement qui ont ce type d'handicap, pour moi adapter mon discours et surtout adapter mon contenu, pour que tout le monde puisse suivre la formation et tout le monde puisse à terme consommer ou créer des rapports facilement. Donc, le sujet me tient à cœur, déjà par rapport à cette expérience personnelle que j'ai vécue et qui m'a marqué, parce que je me suis dit, mais même moi qui au quotidien parle de Power BI, je fais plein de choses, on s'estime expert, il y a des fondamentaux qu'on oublie, et c'est important des fois de les retraiter et de les mettre au grand jour. Donc, pourquoi parler d'accessibilité? Premier sujet, ça concerne mon expérience personnelle. Deuxième sujet, c'est l'évolution rapide de la technologie. Aujourd'hui, on parle de Modern Data Stack, on parle d'outils de data viz, on parle d'ETL, de cloud, etc. On parle de plein de notions. Les solutions technologiques, elles évoluent à une vitesse pas possible, mais pour la plupart du temps, elles ont beaucoup de mal aussi à s'adapter à nos enjeux qui sont fondamentaux, les enjeux fondamentaux étant très souvent l'accessibilité, par exemple. Donc, on va dire de tous se remettre les pieds sur terre en reprenant la base et en gardant en tête que l'évolution technologique, c'est bien, mais il faut embarquer tout le monde dans le sujet, c'est encore plus important. Et troisième point, la démocratisation de la donnée. Alors, pourquoi j'ai mis ce petit point-là? C'est qu'il y a 10-15 ans, quand on parlait de BI, Big Data, on parlait tout juste de data science, ça concernait une strate de la société qui était réservée à l'IT, au top management, etc. Et ça concernait vraiment de moins en moins, comme aujourd'hui, l'ensemble des services d'une société. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on fait du Power BI, ce n'est pas juste pour le top management pour avoir ses KPI sur son téléphone, c'est pour tout le monde. Le RH ou la RH, la comptable, la secrétaire, peu importe. Tout le monde aujourd'hui consomme de la donnée. Et forcément, au plus on ouvre le champ des possibles, au plus on ouvre notre public, au plus on va aussi toucher des personnes qui sont encore plus concernées par des handicaps visibles ou non visibles. Donc le fait de se dire qu'on est non plus sur une petite portion de la société, qu'on ouvre la donnée à l'ensemble de la société, fait qu'aujourd'hui, on touche aussi beaucoup plus de personnes qui ont ce type d'enjeu et ce type de difficultés.
Donc, très important de garder en tête que maintenant, Power BI, c'est un outil self-BI que tout le monde puisse utiliser facilement, rapidement, etc. Il faut garder en tête que forcément, tôt ou tard, vous allez toucher quelqu'un qui a ce type de problématique. Quelques statistiques. Alors, pour ceux qui connaissent les stats par cœur, je suis désolé s'il y a des imprécisions. J'essaie de trouver les chiffres les plus récents. Mais il faut savoir que dans le monde, 1 milliard de personnes vivent avec une forme d'handicap. 15% de la population. Dont 2,2 milliards qui ont des troubles de la vision. Donc 2,2 milliards qui ont des troubles de la vision, c'est daltonisme, vision altérée, etc., etc. C'est énorme. Pourquoi j'ai remis ces chiffres-là aujourd'hui? Parce que certes, nous, là, on fait le salon en France, etc., mais beaucoup d'entre nous, ils ont des contextes, on va dire, internationaux. Il ne faut pas se limiter qu'aux chiffres de la France. Dans le monde entier, c'est énormissime, la part des personnes qui ont des situations de handicap. Donc, il faut absolument les considérer. On verra après, quand je parle d'handicap, je ne parle pas des handicaps moteurs, je parle aussi des handicaps psychologiques, etc. Il faut aussi en prendre en compte toutes ces notions-là. Si on fait le focus sur la France, 12 millions de personnes concernées. 4% de la population qui est affectée par le daltonisme. Et 1,1 million de personnes qui ont un emploi en France qui ont une situation d'handicap. Donc, c'est 1 million de personnes-là. C'est ces personnes-là qui vont consommer vos rapports. Bien évidemment que ce n'est pas votre belle-mère, votre beau-père qui, côté perso, va consommer des rapports Power BI. C'est les personnes qui ont un emploi, qui sont en poste, qui ont un environnement professionnel, qui sont concernées par ce type de problématique. Donc, c'est ce million-là de personnes qu'il faut viser, qu'il faut accompagner et qu'il faut surtout ne pas oublier. Et le plus important et le plus marquant, c'est qu'aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Ça veut dire quoi? C'est que parmi nous, il y a des personnes, on ne sait même pas qu'ils ont un problème de daltonisme, de vision, handicap psychologique, moteur, j'en sais rien. C'est des handicaps qui sont invisibles. Et comme c'est marqué ici, invisible, mais pas imaginaire. Donc, c'est très important de toujours garder en tête que ce qu'on fait, même si on ne le voit pas, il faut poser des questions, il faut parler, il faut créer le dialogue pour vraiment prendre en considération ce type de problématique. Voilà pour les petites statistiques. Le but, c'était vraiment de remettre dans le contexte, de se dire que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour 200 personnes, et quand bien même c'était 200 personnes, on aurait dû quand même les prendre en considération. Mais là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'une part très importante de la population, du monde professionnel, et il faut absolument le considérer. Quelques rappels. Je ne vais pas vous redétailler exactement tous les handicaps, mais je pense que pour la plupart, vous les connaissez. On parle d'handicap moteur, d'handicap visuel, handicap auditif, handicap psychique, déficience intellectuelle ou maladie invalidante. Typiquement, l'ensemble de ce type d'handicap sont concernés par Power BI. Par exemple, pour ceux qui vont avoir des handicaps psychiques, notamment sur les troubles mentaux, affectifs et émotionnels, on a des personnes qui vont avoir des troubles du comportement aussi, qui ont du mal à se concentrer, par exemple. Si vous faites un rapport Power BI avec plein d'informations de partout, plein de KPI, des couleurs, des flashs, des interactions, ces personnes-là ont peut-être un peu plus de mal à consommer des rapports qui sont très interactifs, très visuels, qui explosent un peu de partout. Donc, gardez en tête qu'aujourd'hui, on ne parle pas juste d'un handicap, une personne qui a un fauteuil roulant, qui a un bras en moins, qui a un handicap moteur, par exemple. On parle vraiment de l'ensemble des handicaps qui sont concernés par Power BI. Et tout l'enjeu de cette conférence, c'est de voir justement comment on traite ce type de problématique et comment on peut répondre au maximum à tous ces handicaps-là, comment on peut les prendre en considération quand on va concevoir nos rapports et quand on va les partager. Quels sont aujourd'hui les défis de l'accessibilité avec Power BI? Je viens de vous rappeler un peu les défis au global, dans le monde entier, dans notre quotidien. Maintenant, avec Power BI, c'est quoi les défis qu'on va retrouver spécifiquement à l'outil? Quelques rappels sur Power BI. Un chiffre que j'ai trouvé sur Internet, 67 482 entreprises qui aujourd'hui utilisent Power BI. On parlait déjà, même dans en 2010-2013, on parlait de 5 millions de personnes qui étaient abonnées à Power BI, qui utilisaient Power BI. Aujourd'hui, Power BI, c'est un outil qui s'est démocratisé, vous le savez, avec le Gartner, etc. C'est l'outil numéro 1 en BI. Donc forcément, c'est un outil qui est sur le devant de la scène, qui est très utilisé, qui est très mis en avant. Donc premier enjeu de Power BI, c'est sa popularité. On reviendra tout à l'heure. Il faut savoir que Power BI, et comme tous les outils aujourd'hui, sont soumis à des normalisations, des normes mondiales et européennes, dont notamment la WCAG 2.1, qui définit les termes de perceptibilité, si l'outil est utilisable, compréhensible et robuste. Une norme mondiale dont tous les outils doivent passer le test pour pouvoir obtenir cette certification-là. Donc vous avez toutes les infos à ce sujet, au sujet de la
CAG 2.1 sur le site de Microsoft qui détaille l'ensemble des critères et caractéristiques qui sont nécessaires pour obtenir cette certification. Et en plus de ça, Power BI répond aussi à cette norme européenne qui définit l'ensemble des notions d'accessibilité pour les solutions, produits et services des technologies de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, Power BI, c'est un outil qui est mis sur le devant de la scène, qui répond à plein de problématiques et qui en plus a déjà l'ensemble des normes d'accessibilité qui sont validées. Ces normes-là juste permettre de garantir que l'outil met en place toutes les solutions nécessaires ou prévoit en tout cas toutes les solutions nécessaires pour accompagner les personnes en situation de handicap ou non. Par rapport au défi, la popularité de l'outil. Pourquoi c'est un défi pour Power BI aujourd'hui d'être populaire? C'est comme je vous disais aujourd'hui, Power BI se démocratise, tout le monde l'utilise, n'importe qui dans la strate de la société, d'une entreprise veut utiliser Power BI, et de ce fait, forcément, on va commencer à toucher des personnes de plus en plus concernées par le handicap visible ou non visible. Donc forcément, la popularité de l'outil fait qu'on a besoin d'être attentif au public et à la population qui va l'utiliser. Ensuite, les enjeux, c'est de tomber dans les dérives de la data vise. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui ai fait ce rapport-là, mais c'est qu'aujourd'hui, Power BI fait des choses super sexy, super belles, ça pétille, ça fait des feux d'artifice, c'est super, mais parfois, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de revenir à la simplicité, au basique, et là, tout est l'importance, de ne pas tomber dans les dérives de la data vise. On va tous passer sur LinkedIn des personnes qui font des rapports super jolis avec des gifs, des vidéos, etc. Mais dans le quotidien, c'est pas ça qu'on attend. Encore moins sur un contexte d'accessibilité. L'autre défi, ça va être le manque d'outils dédiés. On va le voir, il y a des outils qui existent, mais pas des outils qui sont prévus initialement pour Power BI. On va les utiliser, les exploiter pour tester notre accessibilité sur Power BI, mais ce n'est pas des outils spécifiquement développés pour Power BI. Donc, le manque d'outils dédiés fait qu'aujourd'hui, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a un manque de visibilité sur les capacités de l'outil, mais je pense que aussi, surtout, il y a un manque de formation, etc., qu'on traitera tout à l'heure. Et ensuite, on a un quatrième défi, qui va être le manque de directives qui sont, pour moi, pas assez claires et précises. Vous avez un chapitre sur le site de Microsoft qui explique tout le détail associé à l'accessibilité dans Power BI, comment on fait des rapports qui vont être inclusifs, quelles sont les fonctionnalités disponibles. Mais c'est de la doc Microsoft, déjà, donc forcément, c'est assez générique, ça ne s'adapte pas à votre contexte spécifique. Et je pense que ça manque aussi un peu c'est pas assez complet, ça manque d'informations claires et précises. Donc, selon moi, le manque de directives associées à Power BI sont vraiment les défis de l'outil aujourd'hui. Aujourd'hui, si on parle de solutions et bonnes pratiques pour les rapports Power BI, à quoi on va faire référence, à quoi on va faire écho? Alors, les solutions que moi aujourd'hui, elles sont loin d'être exhaustives, c'est les solutions selon moi qui sont les plus adaptées, c'est des solutions qu'on a pu appliquer en contexte client, typiquement. Mais je pense qu'il y a encore plus de choses, il y a plus de choses à aller faire, plus de choses à aller creuser. Je pense qu'on est peut-être au début d'un renouveau à ce niveau-là, et c'est important de garder en tête que ce n'est pas exhaustif et ce n'est pas figé, tout ce que je vais vous présenter. Première solution, citation de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication du suprême. Toujours simplifier vos rapports au maximum. Et ça, c'est une vérité générale absolue dans vos rapports Power BI, c'est ce que je dis à chaque fois. Arrêtez de faire des rapports qui sont hyper chiadés, avec des tooltips dans tous les sens. Faites au plus simple, répondez aux besoins utilisateurs le plus simple, et déjà, vous allez répondre à 80% des problématiques d'accessibilité. Les couleurs qui ne sont pas du tout cohérentes, qui ne répondent pas positivement aux critères de daltonisme à ce niveau-là, des rapports qui ne sont pas de la même taille, un manque de lisibilité sur les titres, pas de légende, pas d'étiquette de données. Toutes ces notions-là, tous les basiques, il faut y revenir. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir surtout sur la simplicité. Dès lors où vous avez gardé ça en tête, que vous évitez de faire des rapports beaucoup trop chiadés, vous répondez déjà à une grosse problématique et de se dire, je veux des rapports qui sont faciles à comprendre. Et ça sort même parfois du contexte de se dire, je fais ça pour des personnes qui sont en situation de handicap, par exemple. C'est même pour nous au quotidien, des personnes qui ne sont pas concernées, on a du mal, mais moi parfois j'ai du mal à consommer des rapports qui sont trop compliqués, parce qu'il y a trop de choses dedans. Donc gardez en tête toujours, règle générale, la simplicité sur vos rapports Power BI. Et ensuite, j'ai voulu scinder les publics. Alors ça, c'est juste mon avis personnel, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas confondre les publics. Il faut adapter le discours et la sensibilisation selon les publics qu'on va avoir dans l'entreprise. Pour les devs,
typiquement. Donc, les data analysts, ceux qui vont créer les rapports, ceux qui vont les partager. Il y a une notion de sensibilisation, de les former, leur expliquer, attention, quand tu vas faire ton rapport Power BI, tu vas de le faire de cette manière-là. Les données, tu vas les créer, tu vas mettre tes couleurs de telle manière, de tel type, et on met en place des bonnes pratiques, des guidelines qu'on traitera tout à l'heure. Il faut aussi, bien évidemment, accompagner les devs. Donc les outils, leur donner les outils nécessaires pour tester leur rapport, si oui ou non ça répond à l'accessibilité. Et ensuite, on a le processus de certification d'un Power BI pour promouvoir les rapports, s'assurer que les rapports répondent aux données, etc. Exploiter ces notions-là de certification pour aussi rajouter une couche côté gouvernance pour se dire, OK, nous, on vérifie les données, mais quand on publie officiellement un rapport dans notre tenant, on va aussi se rajouter une step pour vérifier vraiment la notion d'accessibilité et s'assurer que les rapports soient cohérents. Ça, c'est pour les devs. Côté user, on va avoir, selon moi, des enjeux différents, forcément. On ne fait pas la même chose quand on développe ou quand on consomme. Donc, pour les users, il faut former à l'usage. Donc là, je parle des users qui sont justement en situation de handicap. Former à l'usage. OK, donc maintenant, je vais t'expliquer comment toi, tu dois consommer un rapport avec la tabulation, par exemple. Comment tu peux passer avec une couleur un peu plus adaptée, avec une surbrillance en noir ou une surbrillance en blanc. Formation sur l'usage, très spécifique, orientée pour les personnes qui ont une situation de handicap. Communiquer, beaucoup. Communiquer avec les personnes, leur expliquer comment ont été créés les rapports, comment ça a été fait, comment ils peuvent les utiliser, et surtout les impliquer dans le processus de création. Toujours faire des tests, des retours et du support, absolument. C'est l'implication qui compte dans ce moment-là. Très souvent, je dis, quand on développe les rapports Power BI, on ne le fait pas pour nous. On a envie de le faire pour nous, on a envie de faire quelque chose qui est joli, qui nous plaît visuellement, qui nous stimule, et c'est pas ça qui est important. Quand on développe les rapports Power BI, on les développe pour les autres. C'est les autres personnes qui vont les consommer. Donc nous, entre guillemets, on s'en fout que ça nous plaise, que ce soit joli ou pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on doit les impliquer encore plus qu'un user standard pour la création de ces rapports qui vont être orientés à accessibilité. Et ensuite, pour les personnes qui vont être dites formateurs ou formatrices au sein de l'entreprise, je sais que des entreprises qui mettent en place des formations internes, etc., il faut prendre en compte ces enjeux. Moi, le premier, désormais, dans mes formations Power BI, j'ai rajouté des slides sur l'accessibilité. Et quelque chose, je le dis en toute transparence, que je ne mettais pas avant. Il y a un an, je ne les mettais pas, ces slides-là. Parce que pareil, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai été confronté, que j'avais eu l'occasion de traiter. Il faut le prendre en compte absolument. On rajoute 5-10 slides sur le sujet et on en parle, absolument. Et je ne vous dis pas de former de manière experte les personnes sur le sujet, mais juste savoir que ça existe, c'est ça le plus important. Si on ne sait pas que ça existe, on ne l'utilisera jamais. Juste leur dire, voilà, ça existe, ça fonctionne comme ça, si tu veux aller plus loin, il faut faire ça, ça et ça, mais il faut absolument l'intégrer pour les formateurs. Donc ça, c'est une vérité générale, je pense, pour tous ceux qui sont formateurs ici, Power BI, il faut absolument le prendre en compte. Attention au handicap non visible, ça fait référence à la petite expérience que moi j'ai vécue avec cette personne que j'ai eue en formation, et surtout sensibiliser plus largement. Je vous donne un exemple, là je sors de 3 jours de formation justement sur Paris, j'ai formé un groupe de 10 personnes sur l'APL 300 sur Power BI, et je les ai sensibilisés sur le sujet. Alors déjà, j'ai pu aussi un peu tester mes slides et leur montrer et avoir des retours. Et surtout, j'ai pu pratiquer tout de suite avec eux ces notions-là. Et tout de suite, il y a des sujets qui sont remontés en disant « Mais oui, c'est vrai, moi j'ai un collègue, il a des problèmes de vue, l'autre il est daltonien, il ne voit pas telle et telle couleur. » Et de même, ils m'ont dit « Mais c'est vrai que moi aussi, je ne prenais pas ça en considération. » Et juste de sensibiliser, de faire parler, etc., forcément, tôt ou tard, c'est des habitudes qui vont s'inscrire dans nos habitudes de développement et qui vont à terme inclure de plus en plus de monde dans nos rapports Power BI. Alors, je vérifie juste si niveau timing je suis bon. Nickel. Ok, donc ne pas confondre le public. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les enjeux Power BI, ils sont assez importants. Il faut, je pense, en interne, bien distinguer les types de publics. Il faut aussi les identifier, forcément. Moi, je pense que le discours et le dialogue font partie des choses primordiales au sein de l'entreprise qui doivent être mis en place. Je sais, par exemple, à titre d'exemple, nous, chez Clanic, on a un service qui s'appelle Conscious, qui est dédié à ce type de problématiques RSE, écologique, handicap, etc. Et on identifie les personnes qui sont en situation de handicap, visibles ou non visibles, pour pouvoir au mieux les accompagner. Et je pense qu'il faut capitaliser sur ça, nous, en tant que développeurs, data analyst, data engineer, peu importe, pour l'exploiter et l'appliquer à des environnements plus techniques. Maintenant, quelles vont être les études de cas et les exemples concrets qui vont vous aider, vous, aujourd'hui,
à aller plus loin dans ces notions-là d'accessibilité de Power BI. Alors vous verrez, il y en a plusieurs. En tout cas, moi j'ai essayé de les sélectionner sur le volet. On va parler des outils. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, Colors, qui permet de générer des palettes de couleurs, mais il ne fait pas que ça. Il propose aussi des solutions pour tester vos chartes graphiques, savoir si les couleurs que vous mettez en place et que vous les superposez avec du texte, est-ce que oui ou non c'est une cohérence. On va parler des outils que met en place Microsoft, c'est-à-dire quasiment aucun, juste des fonctionnalités d'un Power BI. On va parler d'un outil Accessibility Insights que j'ai découvert justement grâce à la conférence AMS de Joël Crest, qui a expliqué l'outil. Et on va aussi parler d'un autre outil qui s'appelle Powability, qui est un outil qui a été développé par une université américaine qui justement est dédié à ce type de problématiques. Si on parle de Colors, justement, ils ont un outil qui s'appelle Color Contrast Checker, qui permet, comme vous le voyez ici, de superposer la couleur de votre arrière-plan avec une couleur de texte et vous donne une note globale par rapport à la lisibilité de votre charte graphique. Donc ça, typiquement, c'est bien pour justement l'aspect inclusivité, daltonisme, etc. Vous savez qu'il y a plein de types daltonisme qui existent, hein, sur les notions de couleur verte, bleue, rouge, etc. C'est très bien pour vérifier vos chartes graphiques, mais c'est aussi très bien pour les personnes qui ne sont pas justement en situation de handicap. Parce que ça concerne un peu tout le monde. Des couleurs qui sont un peu pas super sexy, des couleurs super flashy, qui ne sont pas lisibles. Pour au global, dans vos développements, c'est un outil qui vous permet vraiment de tester le contraste de vos couleurs. Donc à ce niveau-là, de tester l'ensemble de votre charte graphique, c'est important. Et moi, je vous mets au défi de tester la charte graphique de vos entreprises, voir si oui ou non le marketing a pris en compte ça. Dans 90% du temps, ils ne l'ont jamais pris en compte. Alors que c'est leur métier quand même. Voilà. Donc, testez-la et auquel cas, adaptez-la justement à votre contexte Power BI. Donc, premier outil, il faut savoir que Color Contrast Checker, il y a aussi Adobe qui le fait. Il n'y a pas que ce site-là, il y a plein de sites qui le font. Moi, c'est un site que j'affectionne parce que j'utilise beaucoup dans la création de mes rapports. Mais en tout cas, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça permet vraiment de tester tout de suite vos couleurs. On va avoir ensuite le fameux outil Accessibility Insights, qui est un outil pas dédié initialement à Power BI, hein, c'est dédié à l'ensemble des technologies de l'information et de la communication, qui est un outil en plus 100% gratuit. C'est un petit outil que vous pouvez installer soit en plugin en mode web sur Google Chrome, Firefox, etc., soit vous pouvez installer sur votre poste Windows en direct. Donc pourquoi il y a les deux solutions? Pour le web, vous pouvez directement tester sur Power BI Service vos rapports en mode consommation. Et pour Windows, au moins, vous pouvez avoir votre Power BI Desktop qui est testé en direct avec Accessibility Insights. Cet outil, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de mettre en évidence toutes les problématiques auxquelles va répondre votre rapport Power BI. Donc là, par exemple, moi, c'est un rapport que j'avais développé au tout début quand je faisais du Power BI. J'ai fait un fond noir, plein de couleurs, j'avais mis plein de texte de partout. C'est illisible. C'est illisible. Même moi, quand je le vois maintenant, je dis franchement, on n'y voit rien. Mais je me suis dit, je vais le tester quand même, ce rapport. Je vais le tester. Donc en mode web, on peut le tester. Ça vous ressort, ça fait plein de checks ici, les uns à la suite des autres, des checks officiels, bien sûr. Et ça vous sort un résultat, savoir qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui ne pose pas problème. Donc ça, c'est le mode web. Si on le teste juste ici, on voit qu'il me ressort plein d'erreurs. Et encore, je ne vous ai pas mis toutes les erreurs parce que sinon, on ne voyait plus rien sur mon rapport. Donc, j'ai limité quelques erreurs pour que ce soit un peu plus lisible. Mais il met en évidence tout de suite toutes les choses qui, selon lui, par rapport à lui, à ses critères d'accessibilité, qu'est-ce qui pose problème? Mes titres juste en haut, mes titres trop petits ici, là, la barre qui n'est pas assez distincte. Il vous met en évidence toutes les solutions, enfin, toutes les problématiques, pardon, et il vous donne les solutions associées. En disant, attention, là, ton titre, toi, il est trop petit, il faut remettre une couleur plus lisible. En effet, on voit que là, mes couleurs, moi, elles ne sont pas super lisibles, c'est pas super clair. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de problématique, pas de souci. Mais ceux qui ont des problématiques de vision, encore plus, là c'est illisible pour eux. Donc, de mettre en évidence tout de suite ce qui pose problème, des choses que nous, au premier abord, ne verrez pas, permet tout de suite de réajuster le rapport. Donc, Accessibility Insights, super sympa comme outil. Ça vous fait, bon, c'est tout en anglais par contre, mais ça vous fait des rapports super détaillés sur ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mener. Le site est très bien fait, ils font une belle documentation dessus. Donc, je vous conseille fortement de l'utiliser pour tester vos rapports, juste par curiosité. Quand vous partez demain au boulot, testez-le, voir à quoi ça correspond et quel est le résultat. Voilà. Moi, j'étais très surpris quand j'ai vu mon rapport. En fait, j'avais tout qui était en trou en rouge, de toute façon, clairement. Donc, mais ça met vraiment en évidence le fait qu'on tombe tous dans les dérives. Voilà.
Ensuite, les outils qui sont selon moi importants, c'est la notion de mettre en place des guidelines. C'est un sujet sur lequel nous, on va travailler notamment avec l'ANIC, c'est de se dire de mettre en place des guidelines propres à votre entreprise. Donc là, ce n'est pas une vérité absolue, mais je pense que c'est important de mettre une sorte de livre blanc de bonnes pratiques au sein de votre entreprise pour définir justement quelles sont les guidelines claires et précises du développeur Power BI ou de l'utilisateur Power BI dans votre entreprise. S'assurer, en premier chapitre, que l'ensemble des actions, opérations que vous menez dans Power BI répondent aux conformités et aux normes d'accessibilité. C'est important. Aujourd'hui, par chance, je dirais, on est très peu challengé par le gouvernement, par l'État sur l'accessibilité dans l'IT au quotidien. Je pense que c'est important de challenger, nous, en mode autonome, notre organisation sur ce type de notion-là. Ensuite, un chapitre dans la guideline qui pourrait être intéressant, c'est de faire un chapitre sur la clarté, la simplicité de vos rapports. On revient toujours au basique. Faites des rapports clairs et simples. On ne se prend pas la tête, on fait des choses basiques, on répond basiquement aux KPI, on répond avec des couleurs qui sont facilement compréhensibles, facilement lisibles. Chapitre sur la clarté et la simplicité. Mettre un chapitre aussi sur l'interactivité et l'engagement. De ne pas tomber dans la dérive inverse. On n'est pas non plus là pour faire des rapports super statiques, du Power BI Report Builder et des rapports paginés qui font du Excel. Le but, c'est aussi de faire de l'attractivité et générer de l'engagement, mais avec parcimonie. Donc, mettre en place des guidelines à ce sujet. Mettre en place aussi des guidelines sur l'efficacité. Aller à l'essentiel dans la création de vos rapports Power BI. Aller à l'essentiel dans la diffusion de vos KPI. Mettre un KPI de 20, faire un rapport avec 20 KPI à l'intérieur, c'est pas possible. Je crois que l'humain, il peut consommer jusqu'à 3 à 4 objectifs simultanément. Si vous mettez 20 KPI dans votre rapport Power BI, même au-delà de l'inclusivité, de l'accessibilité, c'est pas pertinent, c'est pas productif. Donc, restons efficaces dans la manière dont on va créer nos rapports Power BI. Partie très importante, c'est la documentation et le support. Documenter tout ce qui a été fait, créer cette documentation des guidelines, par exemple, et assurer un service support pour les personnes qui ont justement ces problématiques-là, être disponible pour eux. Et la dernière partie, sur les tests et feedback. Testez vos rapports. Mettez-les à l'épreuve des outils qui sont dédiés à ce sujet. Il faut les éprouver absolument. On n'est pas assez formé, on n'a pas assez de formation quotidien pour être à l'aise, pour tout de suite nous identifier les problématiques d'accessibilité sur les rapports Power BI. Donc, c'est important de faire tester les outils par les personnes concernées et faire tester aussi par des outils dédiés à l'accessibilité. Et bien sûr, adapter vos rapports par rapport aux feedbacks qui sont remontés. Dernier point, les fameux outils de Microsoft qui vous permettent, je ne sais pas si vous connaissez l'ordre de tabulation dans Power BI, dans le petit onglet sélection, justement, on a la notion d'ordre de tabulation qui permet de définir l'ordre de tabulation directement dans Power BI par rapport à la navigation au clavier. Vous savez que dans Power BI, pour ceux qui, par exemple, ont difficulté avec la souris, qui ont des handicaps moteurs, ils peuvent, s'ils le souhaitent, consommer le rapport en naviguant directement avec la tabulation du clavier. Cette tabulation-là, la manière dont c'est navigué dans votre rapport, dépend de l'ordre qui est défini juste ici. Je vous ai mis volontairement aussi un autre rapport que moi j'avais créé, où j'avais plein d'objets. Ici, on voit que l'ordre de tabulation, j'ai des zones de texte, même pas renommées, j'ai mes titres qui sont un peu nommés à droite à gauche. Si demain une personne doit venir consommer mon rapport en mode tabulation, il va tomber sur l'image, puis il va retomber tout en bas, puis il va revenir en haut. Parce que le sens de navigation n'est pas bien défini dans mon ordre de tabulation. La tabulation est indispensable pour les personnes qui veulent justement naviguer au clavier, et c'est à vous de définir le sens de la navigation, la manière dont le storytelling doit être fait, et ça c'est primordial, absolument. Dans la tabulation, au-delà du fait qu'on puisse déplacer et reclasser vos objets, on peut surtout en masquer certains qui n'ont pas d'importance dans la navigation, comme mon image en haut à gauche, comme le titre par exemple, comme les petits textes d'information. Tout ça, on peut masquer et juste mettre dans la tabulation les objets qui sont nécessaires à la compréhension de la donnée. Donc, très important, avec Power BI, on a la possibilité de gérer cet aspect-là. Une autre solution qui est très, très importante, ce sont les screen readers. Donc, les lecteurs d'écran interactifs, on a le narrateur chez Microsoft par défaut qui est installé sur votre poste, et vous avez d'autres outils comme Jao et NV Access qui sont des outils dédiés. Les screen readers, c'est quoi? C'est des outils d'accessibilité qui permettent de lire ce qu'il y a à l'écran avec du NPL, typiquement. Donc, on a une personne qui va entendre ce sur quoi elle passe la souris, typiquement. Donc, ça va dire pour la personne qui est en situation de handicap,
l'ensemble des informations qui sont inscrites à l'écran. Donc typiquement, si la personne passe avec la souris au-dessus d'un titre Power BI, ça devrait normalement lui lire le titre Power BI. Si elle passe sur un graphique, par exemple, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose, hormis peut-être lire l'étiquette sur laquelle elle essaie de positionner ou la légende, et encore, ça ne marche pas super bien. Malgré tout, il y a une fonctionnalité dans Power BI qui permet justement d'exploiter au mieux les paramètres qu'attendent les NV Access, enfin les screen readers, pour justement lire à haute voix aux personnes qui ont ces problématiques-là. Et là, pour ceux qui ont l'habitude, on va parler des fameux textes de remplacement, juste ici. Moi, je vais être totalement honnête, il y a 2 ans, quand je donnais les formations, je disais les tests de remplacement, je ne m'étais pas trop posé la question à quoi ça servait. Je l'avais lu sur la doc, donc je disais ce qui était sur la doc, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question, je n'avais pas poussé jusqu'au bout, à son paroxysme, l'utilisation du texte de remplacement. Le texte de remplacement, c'est quoi? C'est de dire, pour le visuel que vous allez sélectionner, vous allez lui spécifier un texte, ici, qui va le décrire. Donc là, moi, par exemple, je dis, ce visuel représente les matchs joués entre 1930 et 2018. Si vous ne mettez aucun outil en place, pour un utilisateur standard, classique, qui va consommer son rapport, ça n'a aucun impact sur le visuel, sur le rapport. En revanche, si la personne, elle a ces fameux screen readers qui sont lancés sur son poste, donc le job ou le narrateur de Microsoft, dès lors où elle passera sa souris sur le graphique concerné, alors ce petit texte qui va être lu. Et ça, forcément, vous vous en doutez, il faut le répéter sur chacun des visuels que vous mettez à disposition. Le but étant que si la personne est avec le tab, ça marche aussi. Le but étant que la personne qui va naviguer dans le rapport, ok, je fais mon tab, je tombe sur ce visuel-là, j'ai ma description en audio qui me sort dans les oreilles. Je refais un tab ici, j'ai une description qui m'explique. Le tout est d'accompagner au mieux les personnes en situation de handicap avec ce type de fonctionnalité. Et ça, c'est une fonctionnalité Microsoft qu'on vient coupler aussi au screen reader. Si vous n'avez pas un screen reader associé, ça ne marchera pas. Il faut absolument un outil complémentaire pour le faire et pour pouvoir le consommer. Ces notions-là de texte de remplacement, typiquement, ce n'est pas forcément propre à Microsoft. Beaucoup d'outils aujourd'hui utilisent ce type de paramètres-là pour que les screen readers puissent lire de l'information aux personnes qui ont des difficultés pour consommer les rapports. Le fameux NV Access, justement, dont je vous parlais, qui permet de rediffuser dans le screen reader l'information. Je vous invite à faire le test. C'est très impressionnant comme ça marche super bien. Moi, je l'ai installé sur mon poste. Vous mettez votre texte de remplacement et en instantané, quand le screen reader est lancé, ça lit super bien le texte. C'est hyper audible, c'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas à le tester. Juste de savoir que ça existe, vous pouvez dire oui à une personne qui dit bon, Enzo, est-ce que tu sais comment je peux avoir un outil qui peut juste me lire les rapports? J'ai du mal à y voir. Oui, ça existe, je vais t'aider à le mettre en place. Vous savez que ça existe aujourd'hui. Voilà. Et je crois qu'on arrive justement à la fin de ma conférence. Il y a plein de choses qui existent en plus, des outils dédiés, etc. Power BI, mais aussi typiquement sur Power BI Service, des contrastes élevés, etc., le mode noir, le mode sombre, pour justement aider aussi vos utilisateurs et vos consommateurs dans les rapports Power BI. Je pense que c'est un sujet qui est important à traiter. On pourrait en parler pendant des heures. Le tout, c'est de donner des éléments clés aujourd'hui pour que vous puissiez avancer sur le sujet. Le garder en tête, savoir que ça existe, surtout. Je pense que c'est le plus important. Moi, c'est ce que je dis souvent, peu importe les outils, il faut savoir que les fonctionnalités existent pour pouvoir tôt ou tard les utiliser et surtout le prendre en considération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? S'il n'y en a pas, je peux vous libérer pour la suite. Merci beaucoup pour votre présence. Très heureux d'avoir eu du monde. Donc, merci beaucoup. Merci.